Bonjour Alexis. Bonjour Pablo. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alexis, tu es historien des médias et si je t'ai invité, c'est parce que cette semaine, on commémorait les 10 ans du massacre à Charlie Hebdo, de la rédaction de Charlie Hebdo. J'ai pas voulu t'inviter le 7 janvier, qui était vraiment la date anniversaire, parce que je trouvais ça trop compliqué de parler de ce dont on va parler à ce moment-là, et que j'estimais que c'était un jour plus de recueillement sur la mort de gens à titre personnel que j'aimais beaucoup, et que les questions dont on va parler, voilà, à mon avis, on nécessitait d'en discuter dans une autre temporalité. Toi, comment est-ce que aujourd'hui, par exemple, là, le 7 janvier 2025, on a beaucoup parlé de Charlie Hebdo, de sa ligne éditoriale, qu'est-ce qui était devenu Charlie Hebdo, qu'est-ce qui s'était passé en 10 ans finalement. Comment est-ce que toi, tu as vécu toute cette séquence, les débats qui ont, dans le champ public, à la télévision, à la radio, dans la presse écrite, comment est-ce que tu as lu tout ça? Est-ce que tu trouves que c'était pertinent, t'as trouvé ça intéressant ou t'as trouvé ça un peu complètement à côté de la plaque? C'est contrasté parce que je trouve qu'il y a eu de la dignité, du recueillement dans les hommages et qu'on a pu, moi j'ai été invité sur quelques plateaux, on peut expliquer et puis faire le distinguo entre la presse de critique religieuse et une presse qui serait raciste, de tradition dont on ne relève pas du tout Charlie Hebdo. On laisse le temps d'expliquer, et je trouve qu'il y avait, que les journaux aussi ont essayé d'une manière globale d'en parler. Le problème, c'est qu'il y a eu beaucoup de récupération politique, ce qui correspond au vent de l'époque, à cette extrême droitisation qu'on voit partout. Et donc des magazines d'extrême droite du type Causeur ou L'Incorrect se sont réclamés de cet esprit Charlie, alors que tout dans leur histoire montre que c'est exactement le contraire. Et on a eu le 7 janvier, quelqu'un comme Bruno Retailleau, qui a saisi cette opportunité pour taper une fois de plus, non pas sur l'islam, mais en fait sur les musulmans. Et c'est tout le distinguo qu'on doit faire, en appelant à rompre en fait avec la loi de 1905, et en empêchant donc les filles voilées d'aller en cours à l'université, ou en empêchant également que des accompagnatrices scolaires soient voilées, ce qui est un dévoiement total de la loi de 1905, dont il faut rappeler qu'elle dit bien que, c'est l'article 1, que la liberté de culte est reconnue par la République. Et que par contre, c'est l'article 2, la République ne reconnaît ni ne subventionne aucun culte, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de religion d'État, et que les gens comme moi, dans l'exercice de leur métier, qui représentent l'État, sont tenus à une forme de neutralité. Mais les usagers ne sont pas tenus à cette neutralité. Et la loi de 2004 sur les signes religieux à l'école vise des mineurs. Ce n'est pas le cas des accompagnatrices scolaires, ni des étudiants. Donc, et c'était le 7 janvier que Bruno Retailleau fait ça. Donc l'extrême droite, puisque c'est de cela qu'il s'agit, et non pas pour défendre la laïcité, mais pour défendre un combat d'ordre culturel et religieux. Bruno Retailleau vient de l'extrême droite catholique, et c'est la lutte de deux fondamentalismes l'un contre l'autre, en réalité. Donc c'est pas du tout ça l'esprit Charlie. L'esprit Charlie, c'est le droit à l'athéisme et le droit à la critique des religions, quelles qu'elles soient, en appliquant à l'islam, et de manière assez marginale dans leur histoire. Ils ont beaucoup plus tapé sur la religion chrétienne, sur les religions chrétiennes, que sur l'islam. Mais on a retenu que les caricatures de Mahomet. Mais eux, ils ont réclamé de faire pour l'islam ce qu'on faisait pour les autres religions. Ils relèvent d'une tradition qui est née à la Belle Époque, qu'on avait déjà un peu au moment de la Révolution française, donc 1789, mais qui s'épanouit vraiment au moment de la Belle Époque, entre la loi de 1881 et la loi de 1905, qui est une presse anticléricale. C'est ça la tradition dont relève Charlie. Ça n'a rien à voir avec le combat de l'intégrisme chrétien aujourd'hui pour essayer de purifier la nation en se débarrassant des musulmans. Ça, c'est l'extrême droite, politique et médiatique, qui se sert de Charlie Hebdo pour porter ce combat-là. Il faut vraiment distinguer les deux. Ce qui est terrible, c'est que dans les commémorations autour de Charlie, ce journal qui a toujours tout transgressé, qui a toujours provoqué l'État, c'est ça, sa racine profonde, c'est d'abord de provoquer le pouvoir politique. Mais aujourd'hui, on est obligé de le protéger, le pouvoir politique est obligé de le protéger pour qu'il puisse continuer à exister. Et c'est pour ça qu'on n'a pas eu d'émotion populaire autour de Charlie, parce que quand on célèbre, et ça a été le cas là, au moment des cérémonies du 7 janvier, on est obligé d'éloigner la population. Donc on peut même pas, donc on se retrouve avec quelque chose d'assez protocolaire, d'assez froid,
tout simplement pour des raisons de sécurité. Mais pour autant, moi j'ai trouvé que ces cérémonies, elles étaient très dignes et que les médias, dans l'ensemble, sauf la presse d'extrême droite, avaient fait leur travail. Est-ce que tu dirais qu'il y a eu une évolution dans ce que voulait dire « Je suis Charlie » après le 7 janvier 2015 et « Je suis Charlie » aujourd'hui en 2025? En fait, je pense qu'il y a un malentendu autour de ce qui s'était passé le 11 janvier notamment. Et dans ce slogan « Je suis Charlie » qui était né sur Facebook, qui est né de gens qui ne lisaient pas forcément Charlie Hebdo. Et Charlie Hebdo, il n'y avait plus que 10 à 15 000 lecteurs en 2015. Il y en a eu plus de 100 000 dans les années 70. Mais c'était un journal en perte de vitesse et qui correspond à une culture de la presse écrite, de la presse imprimée, qui commençait déjà à se perdre en 2015 et qui touchait de moins en moins les jeunes générations. Et c'est un journal qui, de toute façon, n'a pas vocation à être majoritaire. C'est un journal qui est fondé sur la transgression et la provocation. Il est né de ça. Dans le passage d'Harakiri à Charlie Hebdo, il y a une provocation contre le général de Gaulle au moment de sa mort, alors que toute la presse de gauche, à ce moment-là, communie autour de la statue de ce que Jean Daniel appelait dans le Nouvel Obs l'habit de lumière du général de Gaulle. Donc Harakiri rompt avec ça, avec cette unanimité et avec ce consensus. C'est l'esprit même de ce journal. Donc on n'a pas vocation à être tous Charlie. Je trouve que c'est un contresens. Ou alors il faut vraiment interpréter cette phrase comme étant se battre pour que Charlie puisse exister, mais sans forcément le lire. Ce journal, il ne faut pas obliger les gens à le lire. Par contre, on doit se mobiliser pour qu'il puisse continuer à exister. Et ça, je pense que ça reste vrai en 2025. Et être Charlie reste important si c'est pour se battre pour que ces caricatures puissent être publiées dans les pages de ce journal. Oui, mais là, c'est un peu contradictoire ce que tu dis. Tu dis on n'a pas vocation à être tous Charlie. Pour autant, quand on regarde la façon dont le pouvoir, une partie de la classe politique et aussi une partie des Français et des Françaises l'utilisent, ils considèrent que tout le monde doit être Charlie. Et ne pas être Charlie est en fait le synonyme de toutes les choses les plus horribles de la Terre dans la bouche de certains. C'est-à-dire, comment est-ce que toi tu l'interprètes? Est-ce que par exemple toi tu es capable d'entendre quelqu'un qui te dit « moi je ne suis pas Charlie » ? Oui, si c'est quelqu'un qui me dit qu'il n'aime pas Charlie, qu'il ne le lit pas, pas de problème. Si c'est quelqu'un qui me dit qu'il va faire en sorte que ce journal disparaisse, parce que Harakiri a été supprimé plein de fois au cours des années 60, et donc il y a une interdiction finale là qui fait que ça devient Charlie Hebdo, dans des conditions très baroques d'ailleurs, et ce journal a toujours été menacé. Donc, et moi je crois qu'il faut se battre pour que ces dessins puissent continuer à être produits. Alors avant, la censure était plutôt verticale, elle venait de l'État. Aujourd'hui on est dans une censure horizontale où il y a des groupes de pression, notamment sur les réseaux sociaux, qui vont faire en sorte que ce journal soit menacé et que il faut imaginer que ces journalistes, ils vivent, on ne sait pas où est la rédaction de Charlie. Ils vivent sous protection policière en permanence. Donc moi, c'est quelqu'un qui me dit qu'il va se battre pour que Charlie disparaisse. Oui, là je trouve que c'est dangereux. Et je me battrai contre ces gens-là. Par contre, quelqu'un qui me dit qu'il est en désaccord avec ces caricatures et qui ne lit pas le journal, c'est son droit. On est en République, on est en démocratie. Il n'y a pas d'injonction à le dire Charlie. Il y a autre chose après, c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une maison du dessin de presse avec les caricatures de Charlie. Et c'est pour ça que je crois qu'il faut que dans l'éducation aux médias, on puisse expliquer ces caricatures et en distinguant ce qui est de l'ordre d'une presse raciste, qui existe aussi, et qui s'est servi de la caricature, à la belle époque justement, d'une presse anticléricale, donc on a un rôle de pédagogue à jouer, et ça c'était le combat de Samuel Paty, et on sait à quel point il l'a payé. Et à l'époque il était très peu protégé d'ailleurs, ce qui prouve bien que le discours de l'État, on va protéger Charlie, voilà, on a vu pour Samuel Paty ce qu'il en était. Mais moi je pense qu'il faut se battre pour que ces caricatures soient comprises, et qu'elles soient commémorées comme elles le doivent. Alors c'est très paradoxal pour un journal qui se battait contre toutes ces normes et contre toutes ces célébrations, mais il y a une menace qui existe, il faut en avoir conscience quand même. C'est ce qui s'est produit en 2015 peut se reproduire. Mais après que les gens se sentent obligés de lire Charlie, non. Et on a le droit de trouver que ces caricatures ne sont pas drôles. Et je veux dire, elles n'ont pas vocation toujours à l'être, elles sont là pour transgresser et pour provoquer, et donc pour choquer. On a même le droit de trouver qu'elles sont offensantes et stigmatisantes. Oui, mais on a le droit d'être offensé, mais pas d'empêcher que ces caricatures existent. Alors après, et Charlie, c'est un journal qui a toujours voulu tout désacraliser. Donc il ne s'agit pas de le sacraliser, il peut se tromper. Et la loi de 1881, et il y a eu d'autres lois, notamment la loi Pleven en 1972, qui ont
essayer d'apporter aussi des limites à la liberté d'expression. Il n'y a que l'extrême droite qui pense que la liberté d'expression peut être totale. Et en général, une fois qu'elle arrive au pouvoir, il n'y a plus de liberté d'expression du tout. Donc c'est un discours qu'elle tient avant d'arriver au pouvoir. Mais dans le cas de la loi de 1881, il n'y a plus de notion de blasphème. Elle avait déjà disparu en 1789, la Restauration avait rétabli un délit de sacrilège, et en 1881, toute référence au blasphème et au sacrilège disparaît. Et donc ce qui compte, c'est qu'on peut critiquer les convictions, qu'elles soient politiques, culturelles, religieuses, c'est la même chose. Ça ne définit pas la personne. C'est ce qu'on pense, ce qu'on croit, et une personne n'est pas réductible à ses convictions. C'est un pari qui est celui des Lumières, qui est d'estimer que nous valons chacun mieux ou autre chose que nos convictions. Et en même temps, dans cette loi, et ça a été donc durci par la loi de 1972, la loi Pleven, on empêche la haine des croyants, la haine des communautés de personnes, et ça concerne les croyants. La loi Pleven prévoit que s'il y a une haine en fonction de la religion, ça relève de la loi. Et donc la limite est nécessairement assez fine entre le droit de critiquer les convictions, donc de critiquer l'islam. Représenter Mahomet, théoriquement, ça n'est pas un interdit dans la démocratie. En revanche, stigmatiser les musulmans en tant que tels, c'est prohibé par la loi. Donc, et après, ce que la loi de 1881 apporte, c'est que c'est le ministère de la Justice dont relève désormais la presse, comme l'expression de manière globale. Donc c'est les juges qui vont décider. Et donc c'est eux qui vont arbitrer dans le cas où il y a une plainte. Et on peut tous porter plainte contre Charlie aujourd'hui encore, hein, si on est offensé. Et à ce moment-là, c'est les juges qui vont décider en fonction de ce que prévoit la loi. Mais on a le droit d'être choqué. Moi, l'offense, je me méfie de cette notion. Si au nom de l'offense, on doit se battre pour que des caricaturistes perdent leur travail, ça me pose problème. On a le droit de ne pas lire un journal. L'une des difficultés, je pense, dans le statut de la caricature aujourd'hui, c'est que, comme je disais tout à l'heure, Charlie relève d'une tradition qui est de la presse imprimée. Or, je le vois même chez les étudiants en journalisme, ils ne lisent plus l'imprimé. Dans Charlie, il y a des caricatures, elles sont contextualisées par ce qu'il y a autour, et elles sont pluralistes. Il peut y avoir, c'est une rédaction plurielle, avec des gens qui ne pensent pas tous, et l'histoire de Charlie est jalonnée de conflits internes, donc ils ne pensent pas tous la même chose, et le jeu des caricatures entre elles, le jeu des textes et de l'image, permettent d'avoir un débat. Or, quand on a accès aux caricatures maintenant, elles sont donc décontextualisées, on les trouve sur les réseaux sociaux, elles s'imposent, souvent on ne comprend pas, parce que le langage même de la caricature a tendance à se perdre, et sa complexité se perd, et donc on se sent offensé par quelque chose qui n'avait pas vocation à déranger. Simplement, ça relève du contresens et de l'ignorance de ce qu'est un journal de caricature. Alors justement, tu parles du langage de la caricature qui a tendance à se perdre. Et c'est vrai que la particularité de la caricature, c'est que c'est une image, c'est pas un texte. Un des slogans après le 7 janvier 2015, c'était mais ce n'était qu'un dessin. Ils ont été tués pour un dessin. Moi, j'ai toujours été un peu dérangé par ce slogan parce que précisément, un dessin, ça peut avoir une très grande importance, ça peut avoir une très grande portée. C'est pas juste un dessin en fait. Ça peut être très puissant. Je me pose la question en fait de ce rôle de justement des images qu'on peut en faire dire. J'étais sur un plateau pas plus tard qu'avant-hier, enfin le 7 janvier, avec le rédacteur en chef adjoint de Charlie Hebdo, qui me parlait de la caricature notamment qu'ils avaient fait de Gisèle Pellicot, qui avait beaucoup fait parler, notamment de nombreuses féministes l'avaient attaqué, l'avaient dénoncé parce que elle mettait en scène Gisèle Pellicot, elle tournait en dérision Gisèle Pellicot. Et lui a dit ah oui mais en fait c'est féministe, c'était une caricature, c'était un dessin féministe. Comment est-ce que là on n'a pas un problème en fait pour avoir une espèce de consensus sur la façon dont on comprend précisément les images, parce que, et je finirai là-dessus, en fait, quand on écrit un texte, bah souvent c'est quand même beaucoup plus clair le sens qu'on veut donner à ces mots, à ces phrases, que lorsqu'on fait un dessin. Lorsqu'on fait un dessin, c'est sûr que s'il commence à expliquer la façon, hier j'étais avec un caricaturiste qui caricaturait Mathilde Panot, la façon dont il l'a caricaturé, c'est-à-dire avec une queue de cheval, un rouge à lèvres très rouge, des formes, etc. S'il commence à écrire ce qu'il a dessiné, ça devient très problématique et profondément sexiste. Mais on l'accepte parce que c'est un dessin. Est-ce que là, il n'y a pas un problème dans la façon dont notre société réceptionne aujourd'hui les images ? C'est normal qu'on soit choqué.
Ce débat entre les caricaturistes, il existe, il a même existé dans le prolongement de l'attentat du 7 janvier. Dans les mois qui ont suivi, il y avait eu un débat entre Plantu et Ries. Plantu qui estimait qu'on pouvait contourner les interdits par exemple, de ne pas représenter Mahomet ou le flouter, c'était une caricature danoise qui avait fait ce choix-là. Et Ries qui répondait, ça revient finalement non pas à contourner l'interdit, mais à le respecter, au nom du ressenti. Et Plantu disait, oui, mais il faut penser aux gens qu'on va blesser. Et cette question du ressenti, moi, me pose problème parce qu'à ce moment-là, notamment en raison de la diffusion via les réseaux sociaux, qui fait qu'une caricature, normalement, la caricature, c'est pour un journal avec un public qui est fidèle, qui connaît ce langage, qui connaît le journal, qui a des codes communs avec les caricaturistes. Mais ces caricatures vont ensuite être diffusées sur les réseaux sociaux, dans le monde entier. Elles ont a priori une universalité, puisqu'il n'y a pas de texte, ou il y en a très peu, et donc le dessin paraît universel, mais en réalité, derrière ce dessin, il y a un horizon d'attente qui est partagé par le dessinateur et son public traditionnel. Et si on essaye de penser au-delà de cet horizon d'attente, à tout le monde, tous ceux qui, dans le monde entier, pourraient être choqués par les dessins, alors, et c'est ce qui se produit aujourd'hui, il n'y a plus de caricature. Le New York Times, même dans son édition internationale, ne fait plus de caricature, après une caricature qui était antisémite, clairement, de Netanyahou et de Trump en 2019, mais il n'y a plus de caricature dans le New York Times. Et le Washington Post, ça devient de plus en plus difficile, puisqu'une caricaturiste a vu son dessin supprimé parce qu'il s'en prenait à Jeff Bezos, le propriétaire, et donc elle a démissionné du journal. C'est-à-dire que les deux plus grands journaux américains, même là, la caricature, ça devient un problème. Et si tu regardes ce qui se passe au monde, eBay, il y a Coco, justement, qui vient de Charlie et qui est toujours en partie, mais c'est de plus en plus difficile de publier des caricatures parce qu'on pense au ressenti. Et si tu penses au ressenti à l'échelle mondiale, alors tu ne fais plus rien. Parce que tu es forcément quelque part qui va choquer, et d'autant plus parce que les gens ne vont pas comprendre ton dessin. Et c'est pas... Donc moi je crois qu'il faut respecter la loi. La loi, elle est bien faite, la loi de 1880, elle est très claire, et la loi Pleven a permis de durcir ce qui relevait du racisme et de la haine religieuse. Mais aller au-delà de ça, c'est se priver, dans l'histoire de la presse, la caricature, elle a porté des combats essentiels contre le pouvoir politique, et au moment de la Révolution française, avec déjà une dimension religieuse qui s'en prenait aussi au clergé, puis au moment de la monarchie de Juillet contre Louis-Philippe, où on essaye de contourner les interdits, puis avec la loi de 1880 et ce combat dont je parlais contre la dépendance à l'égard. S'il n'y avait pas eu ces caricaturistes, qui étaient beaucoup plus violents qu'aujourd'hui, vraiment la façon dont on s'en est pris à la religion chrétienne, ça n'a rien à voir avec la façon dont on s'en prend aux musulmans aujourd'hui. C'était d'une violence incroyable. Donc Charlie fait très attention en réalité. Le Mahomet de Luz était un Mahomet, le tout est pardonné, du numéro des survivants, moi je le trouve admirable. Il s'y retrouve, il arrive avec un gâteau, tous ses copains sont morts sous ses yeux. Il va malgré tout représenter Mahomet, mais la larme à l'œil et qui dit tout est pardonné. C'est-à-dire que l'invite lui-même au pardon. Je trouve ça admirable. D'ailleurs, il est parti, il fait de la bande dessinée maintenant. Donc quand je te dis la difficulté à faire des caricatures aujourd'hui, je trouve que l'histoire de Luz le montre bien. C'est son dernier Mahomet. Et c'est un Mahomet qui invite au pardon, et après il est parti faire autre chose. Mais est-ce qu'il n'y a pas, je vais revenir sur cette question de l'image, et si je la compare par exemple au pamphlet, qui est une autre façon de dénigrer, de fictionner autour d'une réalité, et dans une certaine mesure de caricaturer, mais pas par l'image. Par exemple, Valeurs Actuelles a été condamné, et à juste titre, pour avoir fait un pamphlet autour de Daniel Obono. Moi je me dis que s'ils en avaient fait une image, une caricature, un dessin de ce pamphlet, est-ce qu'ils auraient pu être... Il y a des dessins dans cette... Oui, mais est-ce que c'est... Oui, c'est pas à ce titre-là qu'ils ont été condamnés. C'est le produit global. Est-ce que tu connais, dans l'histoire récente, des caricatures qui auraient été... qui ont publié dans des journaux, je pense notamment des journaux d'extrême droite, qui ont été considérés par la loi comme étant racistes ou allant au-delà de la loi. Alors, il faut bien distinguer, et là revenir à la belle époque, donc c'est le moment où tu as cette presse anticléricale qui s'en prend au dogme, qui s'en prend éventuellement aux représentants de la religion, et puis de l'autre côté, c'est la même époque, notamment au moment de l'affaire Dreyfus, une presse qui utilise elle-même les caricatures, mais qui, elle, va essentialiser les pratiquants d'une religion, en l'occurrence c'était évidemment les juifs. Ils ne s'intéressent pas à la religion. La Libre Parole illustrée, Psteux, qui est un journal de Carandache et Forain, il y en a tout un tas comme ça. C'est vraiment une période où la caricature antisémite est partout présente. Et elle ne s'intéresse pas à la religion.
Les journaux dont je te parle, anticléricaux, l'assiette au beurre, la calotte, les corbeaux, ils parlent souvent ils parlent surtout de la religion chrétienne, mais ils peuvent aussi parler de l'islam, ils peuvent parler de la religion juive. Et eux, ils vont s'intéresser au dogme, mais souvent, d'ailleurs, ils présentent les juifs, ou les chrétiens, ou les musulmans comme les victimes du dogme. Dans cette presse antisémite, qui s'épanouit au moment de l'affaire Dreyfus, et un peu avant, avec un livre-parole illustré, on ne s'intéresse pas à la religion, par contre, on va racialiser ces pratiquants. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des juifs avec un nez difforme, avec les doigts qui crochus, qui enserrent le globe terrestre. C'est une presse raciste. Et c'était déjà condamné par la loi de 1881, et donc la loi de Pleven a durci ça. Si cette presse-là, mais elle n'ose plus évidemment s'en prendre aux juifs, mais souvent elle essaye de le faire pour d'autres communautés religieuses. Et eux, ils sont racistes, c'est du racisme anti-musulman. Et dans le cas de Daniel Obono, et c'est très bien qu'il y ait une condamnation, c'est du racisme anti-africain, anti-noir. Et c'est très clairement le cas de... Donc là, c'est une condamnation définitive depuis cette semaine, j'ai vu. Et c'est très bien. Voilà, la loi fonctionne, et ça n'a rien à voir de critiquer la religion. Elle n'est pas critiquée pour ses croyances, elle n'est pas critiquée pour ce qu'elle pense, Daniel Obono. Elle est critiquée et elle est attaquée pour ce qu'elle est. C'est-à-dire pour sa couleur de peau. Et là, la loi est très claire, et évidemment, et là, ça nous permet de voir qu'aujourd'hui encore, il y a une tradition du dessin ou du texte qui est raciste, et c'est la tradition de l'extrême droite. Elle était antisémite aujourd'hui, elle est raciste contre les musulmans ou contre les noirs ou les arabes aujourd'hui, et puis une tradition anticléricale dans laquelle s'inscrit Charlie. Alors évidemment, on peut basculer de l'un à l'autre, et personne n'est à l'abri. Quand tu vois l'itinéraire de Philippe Val, qui est désormais un salarié de Bolloré, je l'entends jamais parler de l'extrême droite. Et c'est normal, il est rémunéré par l'extrême droite. Donc lui, il a accompli son parcours. Mais la rédaction actuelle de Charlie, moi je ne la crois pas du tout dans... Moi j'ai eu des doutes, parce qu'il ne faut pas sacraliser Charlie, donc on doit pouvoir s'interroger sur certains dessins. Il y a une caricature, par exemple, de Mariam Pouchtou, je crois qu'elle s'appelle comme ça, qui représentait l'UNEF à la Sorbonne il y a quelques années, je ne sais plus si elle y est encore, et c'est une jeune femme voilée. Ries l'a représenté en une, et vraiment, son nom n'était pas donné, mais c'était exactement la reproduction caricaturale de la principale photo qui existait d'elle, et disait la preuve que Parcoursup c'est de la merde, c'est qu'ils m'ont pris pour représenter l'UNEF. Bon, c'était évidemment elle qui était visée. Alors là, il y a une vraie question. Est-ce qu'on vise le symbole, le voile, ou est-ce qu'on vise la personne qui est difforme là dans cette caricature? Son nom n'est pas donné, mais c'est transparent. Là, on peut... Et elle aurait pu porter plainte. C'est pour ça que je te dis, personne n'est au-dessus des lois, pas plus Charlie qu'un autre. Et moi, je pense qu'il faut éviter ça. C'est-à-dire que si Charlie se trompe aujourd'hui, on doit pouvoir porter plainte contre Charlie, ou en tout cas estimer dans le débat public. Et moi, j'ai un doute sur cette caricature, par exemple. Je pense qu'on s'en est pris à une jeune femme pour ce qu'elle porte, son voile, mais peut-être aussi pour elle-même. C'est-à-dire vraiment avec une violence qui s'exerce contre l'individu et pas simplement contre ses croyances. J'ai une dernière question, Alexis. Je partage ton combat pour, bien sûr, le droit à la caricature. Est-ce que dans la société telle qu'elle est aujourd'hui, telle qu'elle est en train d'évoluer aujourd'hui, dans l'histoire telle qu'elle est en train aussi de s'accélérer, tu vois un avenir à la caricature? Non, mais moi je suis très inquiet, je suis très pessimiste d'une manière générale pour l'avenir des médias, de la presse et de la démocratie, puisqu'on voit bien que l'extrême droite est partout. On a en discuté hors antenne juste avant, l'évolution des GAFAM fait que les médias indépendants sont menacés. Donc les menaces, elles viennent de l'extrême droite aujourd'hui, beaucoup plus que de tout le reste. Et je crois que la possibilité d'avoir une presse pluraliste, complexe, dans une société qui est de plus en plus clivée et où domine l'extrême droite, ça me nuise. Alors il faut continuer à se battre, c'est pour ça que moi ça m'arrive encore d'aller dans les médias pour en parler. Il faut soutenir ceux qui le font, il faut soutenir cette presse anticléricale qui s'inscrit dans une tradition qui est une tradition riche pour la France et qui a permis d'arriver à la laïcité. Mais il faut en même temps être lucide, c'est-à-dire que les menaces qui pèsent sur les médias, elles sont immenses, elles sont nombreuses. Alors il y a cette menace horizontale de la réception, du fait qu'effectivement les nouvelles générations ont tendance à être plus facilement offensées. Mais moi je crois à la pédagogie, je vois que dans mes cours, on arrive très bien à expliquer. Je n'ai pas de problème avec mes étudiants, y compris ceux qui viennent de communautés, y compris des musulmans.
je pense qu'on peut s'en sortir dans la relation pédagogique, mais dans les médias tels qu'ils sont conçus aujourd'hui, c'est-à-dire dominés par l'extrême droite, et avec une simplification, un clivage qui est de plus en plus présent, le rôle que tu mènes, toi, dans les médias, c'est de mettre un peu de complexité et d'une voix de gauche qui ne soit pas une voix inféodée. Complexité au lieu de complexité, ouais. Mais d'avoir une voix qui soit pas uniquement clivée ou inféodée à un parti, c'est de plus en plus difficile. Donc mes inquiétudes vont bien au-delà de la caricature. Elles sont sur la possibilité même d'avoir un discours dans les médias qui soit un discours complexe, qui ne soit pas réductible à la haine de classe ou à la haine de race. Merci beaucoup, Alexis. Merci à toi.